La salle d'audience est glaciale, saturée de silence. Un adolescent de 13 ans, maigre, les poignets entravés, fixe la magistrate sans ciller. Elle, droite dans sa robe noire, tourne distraitement une page du dossier. Et puis, il parle. Calme, net, une phrase qui gèle tout le tribunal. « Vous êtes ma mère ». Le stylo de la greffière tombe, un souffle dans la salle. Le regard de la juge vacille, elle blêmit. Personne ne bouge, personne ne comprend. Mais dans son ventre, Victoire sent une déchirure ancienne se rouvrir. Quelque chose qu'elle avait cru enterrer il y a 13 ans. Victoire Delmas a 37 ans. Elle vit à Marseille. Dans la ville, on la surnomme la main froide. Une juge implacable du tribunal pour enfants. Jamais un mot de trop, jamais un pli sur sa robe. Le regard toujours droit, parfois dur, mais jamais cruel. Juste, enfin, c'est ce qu'on croit. Son quotidien est réglé au millimètre. Café noir brûlant à 6h45, arrivé au palais à 8h15, 3 audiences le matin, 2 l'après-midi, pas de place pour les bavardages, pas de place pour l'émotion, surtout pas. Personne ne sait grand-chose de sa vie privée. On sait juste qu'elle vit seule, dans une maison moderne, impersonnelle, au-dessus de la corniche, pas de mari, pas d'enfant, pas même un chien. Elle a bâti sa carrière sur une structure inébranlable, parce qu'elle sait que si elle relâche ne serait-ce qu'un bouton, tout pourrait s'effondrer. Ce que personne ne sait, c'est qu'il y a 13 ans, Victoire a accouché, une nuit d'octobre 2010, à l'hôpital de la Conception. Accouchement prématuré, urgence vitale. Elle s'est réveillée 2 jours plus tard, son ventre vide et un médecin, au regard gêné, lui annonçant la nouvelle, le bébé n'a pas survécu. Elle n'a jamais vu le corps, elle n'a jamais posé de questions. Elle a tout enfoui, pour survivre. Mais ce jour-là, face à ce garçon au regard sombre qui la fixe dans la salle d'audience, quelque chose se fissure. Il s'appelle Malaka Williams, 13 ans, né sous X, à Marseille. Passé de famille d'accueil, en foyer, puis à la rue. Accusé d'avoir fracturé une villa vide pour y dormir. Dossier classique, sauf qu'une page manque. Et qu'il porte autour du cou une vieille médaille usée avec un nom à moitié effacé. V.D. Victoire tente de rationaliser. Ce doit être une coïncidence, une provocation, un malentendu. Mais cette nuit-là, elle ne dort pas. Elle ressort son vieux carnet de stage d'interne, feuillette, compulse, et sent monter en elle un vertige qu'elle croyait avoir maîtrisé depuis longtemps. Le dossier d'accouchement, le rapport médical, les dates, rien ne colle. Et cette question qu'elle avait ensevelie dans un tiroir mental, verrouillé à double tour, devient impossible à ignorer. Et si il n'était pas mort? Victoire Delmas ne dormait plus. Depuis 3 nuits, son cerveau tournait comme un moteur incapable de s'arrêter. Elle s'était remise à fumer, une cigarette à la fenêtre, 2 puis 5, le goût amer dans la bouche, la gorge brûlante, mais surtout cette sensation familière. Celle d'être à nouveau cette jeune femme de 24 ans, fragile, déboussolée, qu'on avait sédatée pour son bien. Elle revoyait les murs blancs de l'hôpital de la Conception, les néons, les bruits étouffés, et se réveille, flou, sans repère, avec ce médecin inconnu au pied du lit. « Mademoiselle Delmas, je suis désolé. Il n'a pas survécu. » Elle n'avait rien dit, pas pleuré, juste hoché la tête. C'est ce jour-là qu'elle avait décidé de ne plus jamais ressentir quoi que ce soit qui pourrait la briser. Et voilà que ce garçon, Malakai, posait une faille dans son mur de pierre. Elle retourna à l'hôpital officiellement pour mettre à jour ses archives personnelles, officieusement pour creuser. Le service maternité avait changé, plus moderne, plus propre, pro-propre. Mais les dossiers papier existaient encore, archivés au sous-sol. Elle demanda l'accès aux archives. Prétexte, relecture juridique d'un cas de jurisprudence médicale. On la laissa entrer. Blouse blanche empruntée, badge provisoire. Elle trouva la boîte. Conception, accouchement, octobre 2010. Son cœur battait comme un tambour. Elle retrouva sa fiche, son nom, sa date d'admission, 11 octobre. Heure de naissance, 23h46. Sexe de l'enfant, masculin. Mais à la ligne, état de santé à la naissance, un trait. Pas mort-né, pas vivant, rien. Elle fouilla les pièces jointes. Pas de certificat de décès, aucun nom de pédiatre, aucun enregistrement audio du cœur fœtal, aucun transfert à la morgue, juste un vide. Et plus elle avançait, plus elle comprenait. Ce vide n'était pas une erreur, il était voulu. Elle s'assit sur une chaise métallique, soudain nauséeuse. Ce n'était plus un doute, c'était une suspicion, une peur insidieuse et une colère sourde. Elle rentra chez elle, ouvrit son ordinateur et lança une recherche. Elle tapa
Enfant déclaré mort-né, Marseille 2010, plus erreur médicale. Puis, trafic, adoption illégale, Hôpitaux France, année 2000. Elle tomba sur des articles, des témoignages, des forums, des rumeurs et une phrase qui revint souvent. On m'a dit qu'il était mort, mais je n'ai jamais vu son corps. Cette nuit-là, Victoire ne dormit pas. Elle imprima tous les documents et pour la première fois depuis 13 ans, elle écrivit dans un cahier « Si c'est lui, alors ils m'ont volé mon enfant ». Dans un petit bureau au rez-de-chaussée d'un foyer éducatif à Marseille, Malakai observait la poussière danser dans la lumière du matin. Il détestait ce bâtiment. Ses murs jaunis par les années, cette odeur de désinfectant et de linge humide, les cris d'enfants derrière les portes, les éducateurs fatigués qui faisaient de leur mieux sans jamais y croire vraiment. Il avait 13 ans, mais dans son regard, il y avait autre chose. Une fatigue ancienne, comme s'il avait vécu plus que son âge ne le permettait. Il griffonnait dans un vieux cahier déchiré, des formes, des noms, des visages qu'il n'arrivait pas à oublier. Dans un coin, au crayon, il avait dessiné un visage de femme. Son regard sévère, ses cheveux attachés, son port droit, c'était elle, la juge, Victoire Delmas. Il l'avait vue à l'audience, juste quelques minutes, mais ce fut suffisant. Quelque chose en lui avait hurlé. Ce n'était pas une intuition, pas un délire, c'était une certitude. Cette femme, froide, précise, distante, c'était sa mère. Il n'en parlait à personne, parce que personne ne l'aurait cru. Mais il gardait une chose, toujours sur lui. Un vieux Polaroid retrouvé dans les affaires de sa mère adoptive, morte quelques mois plus tôt. On y voyait un bébé, enveloppé dans une couverture bleue, dans les bras d'une femme à moitié cachée. On distinguait à peine un visage, mais les yeux, oui, ces yeux-là, il les avait retrouvés, les mêmes que ceux de la juge. À l'audience, il avait lancé cette bombe sans réfléchir. « Vous êtes ma mère ». Et depuis, son monde était retourné. Les éducateurs l'avaient grondé. Le juge pour enfants avait classé ça comme une provocation affective. Même son avocat commis d'office lui avait dit de ne plus recommencer ce genre de sketch. Mais Victoire, elle n'avait rien dit, pas un mot, juste un blanc, un regard fixe, un tremblement dans la main. Et ça, Malakai l'avait vu. Il ne comprenait pas tout, mais il savait une chose. Dans ce monde d'adultes qui mentent tout le temps, il avait réussi à fissurer quelque chose. Et maintenant, il voulait des réponses. Il n'avait pas de plan, pas d'adresse, juste un prénom, une date, une ville. Mais il avait une rage, un feu. Il allait trouver cette femme. Il allait lui dire « Moi, j'ai grandi sans rien, sans nom, sans histoire. Mais toi, tu savais peut-être. » Et il voulait entendre la vérité, même si elle brûlait. Ce soir-là, Victoire Delmas ne rentra pas tout de suite chez elle. Elle tourna longuement en voiture dans les rues de Marseille, comme pour éviter l'inévitable. Les phares des autres véhicules traçaient des sillons lumineux sur ses vitres. Elle n'écoutait plus la radio, elle n'écoutait plus rien. Une phrase résonnait encore, 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 comme une balle ricochant sur les murs de son esprit. « Vous êtes ma mère ». Cela faisait 13 ans qu'elle avait fermé cette porte, 13 ans qu'elle ne parlait plus de cette nuit-là, de cette naissance impossible, de cette chambre d'hôpital blanche et froide où on l'avait endormie de force, 13 ans qu'on lui avait dit « Vous avez perdu le bébé, il n'a pas survécu ». Elle y avait cru, parce qu'elle n'avait pas eu le choix, parce qu'elle avait 23 ans, parce qu'elle était seule et parce qu'elle avait été brisée. Cette nuit-là, elle était interne de garde à l'hôpital de la Conception. Elle avait fait un malaise, une grossesse passée sous silence, dissimulée, niée même, jusqu'à l'inévitable. Un accouchement en urgence, une anesthésie, un réveil dans une chambre vide. Et cette phrase, clinique, cruelle, définitive. L'enfant était mort-né, nous sommes désolés. Elle n'avait jamais vu le corps, jamais signé de papier officiel, jamais reçu d'explication. Elle n'avait pas demandé, elle avait enfoui. Et maintenant, un adolescent de 13 ans, abandonné, perdu, blessé, se tenait là, avec ses mots tranchants, son regard trop adulte, et tout s'effondrait. Ce soir-là, Victoire ne dormit pas. Elle sortit une vieille boîte d'archives de sous son lit. Dedans, un unique dossier, celui qu'elle n'avait jamais rouvert. Son dossier d'hospitalisation, juin 2010. Elle relut les lignes, ses mains tremblaient. Pas de nom d'enfant, pas de certificat de décès, pas de rapport d'autopsie, juste un simple incident obstétrical, interruption médicale involontaire. Un flou, un vide, un mensonge.
Elle prit une grande inspiration, alluma son ordinateur, et pour la première fois en 13 ans, elle osa taper son nom, suivi de ces mots « Enfant disparu, hôpital Conception 2010 ». Et là, au milieu des forums, des signalements anonymes, des dossiers classés, un nom surgit, celui d'une sage-femme disparue en 2011. Et un autre, un médecin, condamné dans une autre affaire, trafic d'adoptions illégales. Victoire se leva d'un bond, le cœur battant, la tête bourdonnante. Et si l'enfant n'était pas mort? Et si on le lui avait volé? Elle n'osa pas penser plus loin. Mais au fond d'elle, dans un coin qu'aucun jugement n'avait jamais atteint, une mère venait de se réveiller. Malakai fixait le plafond du foyer. Les murs sentaient l'humidité et le savon bon marché. Une ampoule clignotait au bout du couloir. Dans ce lieu, le silence n'existait jamais vraiment. Il y avait toujours un bruit de fond, une porte qui claque, un cri étouffé, un soupir trop lourd. Mais ce soir, c'était dans sa tête que tout hurlait. Depuis qu'il avait prononcé ces mots devant la juge, il se sentait comme suspendu. « Vous êtes ma mère ». Il n'avait pas prévu de le dire, il ne savait même pas pourquoi ça lui avait échappé. Peut-être parce qu'il avait reconnu quelque chose dans ses yeux, une absence familière, une douleur sourde. Peut-être aussi parce qu'au fond, il l'avait toujours su, pas de manière rationnelle, mais comme on reconnaît une chanson qu'on n'a jamais entendue, une odeur de berceau enfoui. Il n'avait jamais eu de réponse, juste des silences, des dossiers incomplets, des éducateurs qui baissaient les yeux, une mère adoptive qui pleurait souvent, sans dire pourquoi. Elle était morte d'un cancer il y a 2 ans, et dans ses affaires, il avait trouvé une photo pliée. Une photo où il était bébé, dans les bras d'une femme brune qu'il ne connaissait pas. Et au dos, écrit au stylo bleu, « Victoire, juin 2010 ». Il avait gardé cette photo, longtemps, sans comprendre, jusqu'à aujourd'hui. Dans le foyer, personne ne lui posait de questions, on l'avait encore puni. Isolement, comportement insolent, fautes répétées. Mais Malakai n'était pas en colère, pas cette fois. Il était dans un autre monde, un monde fait de souvenirs flous, de regards évités, de vérités peut-être trop lourdes à dire. Il pensait à cette juge, Victoire. Ce prénom. Elle avait blêmi, il l'avait vu. Elle avait eu peur, pas peur de lui, peur de ce qu'il venait de réveiller. Et alors tout avait changé. Il sortit la photo de sa poche, froissée, usée, mais encore lisible. Il fixa le visage de la femme, puis murmura dans l'obscurité « Pourquoi tu m'as laissé ?» Il ne savait pas encore que cette question allait les brûler, elle et lui, pendant longtemps. Mais il savait une chose, ce n'était pas fini. Victoire n'arrivait plus à dormir. Depuis ce jour au tribunal, quelque chose avait changé en elle. C'était subtil au début, presque imperceptible. Mais chaque nuit, l'insomnie grignotait davantage ses certitudes. Elle revoyait ce garçon, ce regard, cette phrase « Vous êtes ma mère ». Impossible, absurde, délirant. Et pourtant, il y avait cette photo qu'il avait laissée tomber en sortant de la salle. Une éducatrice l'avait ramassée, posée sur le bureau. Victoire ne l'avait pas rendue. Au dos, son prénom, Victoire, juin 2010. Elle avait accouché cette année-là, seule, à la maternité de la Conception. Elle n'en parlait jamais, même à ses amis les plus proches, même à ses parents, car pour tous, l'enfant était mort-né. Un drame, disait-il, une malchance, une infection, un accouchement trop rapide, un silence médical, un chagrin figé dans l'oubli. Mais il y avait eu ce détail qu'elle n'avait jamais oublié. À son réveil, on lui avait dit qu'elle avait déliré, qu'elle s'était évanouie, qu'on avait dû la sédater pour des complications. Elle n'avait jamais vu le corps, jamais tenu son fils dans ses bras. Juste une infirmière, aux yeux tristes, qui lui avait dit « Il était très beau ». Et depuis, rien. Pas de dossier, pas de bracelet, pas même un acte de décès officiel. Elle n'avait jamais insisté, parce qu'à l'époque, elle était jeune, en stage, sans soutien. Elle voulait avancer, oublier, faire carrière, fermer la porte. Mais aujourd'hui, cette porte claquait toute seule. Alors, Victoire retourna à l'hôpital. Le service maternité avait changé de bâtiment, mais une archiviste, après plusieurs heures de recherche dans les sous-sols, finit par lui tendre un vieux registre jauni. Juin 2010 ? Tenez, elle tourna les pages. Ses doigts tremblaient. Et là, elle trouva son nom. Victoire Delmas, admise le 3 juin, accouchement le 4, mais aucune mention d'un décès. Juste une note étrange en marge. Transfert pédiatrie, autorisation spéciale. Docteur Laborde. Docteur Laborde. Ce nom la frappa comme une gifle. C'était le chef de service à l'époque. Un homme froid, rigide, autoritaire. Il avait quitté l'hôpital l'année suivante, brusquement, sans explication. Elle continua à lire, et elle vit une autre mention, griffonnée au crayon. Adoption accélérée, réseau privé. Victoire sentit son cœur s'arrêter. Elle comprit. On ne lui avait pas enlevé son fils par malheur. On lui avait volé. Victoire n'était plus la même en sortant des archives.
Dans sa main, une photocopie du registre. Dans sa poitrine, un cœur qui battait trop fort, trop vite. Son fils n'était pas mort, il avait été effacé, rayé de sa propre histoire. Elle rentra chez elle, verrouilla la porte, éteignit les lumières. Puis dans le silence de son salon, elle relut ce nom. Adoption accélérée, réseau privé. Cela n'avait aucun sens, aucun droit, aucun fondement légal. Elle passa la nuit à chercher. Forum, témoignages, articles oubliés, et ce nom, Docteur Laborde. Il réapparaissait entre les lignes, dans les marges du web. Un article daté de 2015, une plainte classée sans suite, une sage-femme citée puis rétractée, un réseau d'adoption illégal, camouflé derrière des arrangements familiaux. Toujours les mêmes phrases, pour le bien de l'enfant, parce qu'elle ne pouvait pas assumer, on a évité un scandale. Victoire suffoquait. Et Malakai, qu'avait-il vécu, lui? Elle le retrouva quelques jours plus tard, assis sur les marches du centre éducatif. Il fixait le sol, écouteurs enfoncés, capuche sur la tête, un mur vivant. Elle s'approcha doucement, il leva les yeux et son regard la transperça. « T'es venu faire quoi? Me dire que j'ai rêvé ?» Elle secoua la tête. « Non, je suis venu te dire que je crois que je disais la vérité. » Un silence. Il plissa les yeux, méfiant. Elle sortit la photocopie, la lui tendit. « Tu es né le 4 juin 2010, à la conception. Tu as été transféré, puis adopté. Mais pas légalement. » Il ne prit pas la feuille, il se leva. « Ça change rien, je suis toujours le môme qu'on a jeté. » Elle le retint par le bras. « Non, tu es le fils qu'on m'a volé. » Cette phrase, ce tremblement dans sa voix. Il la regarda longtemps, puis murmura. « J'ai jamais eu de vrai nom. J'ai eu que des dossiers, des numéros, des casiers. » Elle répondit doucement. « Tu veux savoir celui que je t'avais choisi ?» Il haussa les épaules, sans y croire. Elle dit « Elior », ça veut dire « Mon Dieu est lumière ». Un battement. Il recula d'un pas. J'ai rêvé ce nom, un jour, quand j'étais gosse. Victoire sentit ses jambes se dérober. Ce n'était pas fini. C'était à peine le début. Depuis cette phrase, quelque chose avait basculé. Elior, car Victoire avait recommencé à l'appeler ainsi, en silence, ne parlait pas plus, ne souriait pas davantage, mais il ne fuyait plus non plus. Il acceptait ses silences, il écoutait ses maladresses, il restait. Il se voyait parfois au jardin public, entre deux rendez-vous judiciaires. Victoire lui apportait un sandwich sans rien imposer. Il prenait, mangeait en silence, puis il parlait, pas d'eux, pas encore, mais d'un rappeur, d'un éducateur qui le saoulait, d'un rêve où il tombait d'un toit sans jamais s'écraser. Un jour, il lança, sans la regarder, « T'étais comment avant ?» Avant tout ça, elle mit du temps à répondre, puis elle souffla, ambitieuse, rapide, froide je crois. J'avais peur qu'on voie mes failles. Il haussa les épaules. Normal, moi aussi j'ai appris à serrer les dents. Sinon, t'es qu'un gosse en vrac, et on n'aime pas les gosses en vrac. Cette phrase lui resta dans le ventre. Elle comprit alors ce qu'elle lui avait transmis, malgré elle. Pas une enfance, pas un nom, pas un souvenir heureux, non. Elle lui avait transmis l'abandon. Même sans le vouloir, même en étant victime, il portait en lui ce vide, et elle en était le point d'origine. Elle décida alors d'arrêter d'être juge. Pas seulement dans sa fonction, dans sa tête, dans ses gestes. Elle commença à lui écrire des lettres simples, laissées dans une boîte qu'elle avait déposée dans le foyer avec l'accord de la directrice, une boîte au cas où. Pas de pression. Parfois, il en lisait une. Un jour, il en laissa une, griffonnée sur un vieux ticket de caisse. « Je suis pas prêt à pardonner, mais je suis curieux. » Ce fut leur premier pas. Un soir d'orage, Victoire reçut un appel du foyer. Malakai avait fugué. Une dispute avec un autre jeune, une tension mal contenue, un éducateur trop sec. Il était parti sans laisser d'adresse. Elle raccrocha, s'installa sur le lit et se mit à trembler. Elle ne savait pas où chercher. Elle ne savait même pas si elle avait encore le droit de s'inquiéter. Mais son instinct la guida. Elle roula 2 heures dans les rues de Marseille, les poings crispés sur le volant, jusqu'à un vieux parking souterrain près du port, un endroit glauque qu'elle n'avait pas revu depuis l'époque où elle était stagiaire au parquet. Et il était là, assis contre un mur tagué, capuche sur la tête, les bras serrés contre lui. Elle sortit, marcha lentement. Il ne leva pas les yeux. Alors elle s'accroupit à côté de lui et dit simplement « J'ai peur de toi. Pas parce que tu cries ou parce que tu me repousses, mais parce que j'ai peur que tu disparaisses. Encore. » Silence. Puis sa voix, basse. « J'ai passé 13 ans à disparaître pour tout le monde, même pour moi. » Elle le regarda, dans le blanc des yeux. Et cette fois, ce ne fut pas la juge, ni même la femme, ce fut la mère. Pas celle du sang,
mais celle du silence, du vide, de l'attente. Elle ouvrit les bras et il s'écroula contre elle. Sans un mot, juste un souffle, celui du cri qu'il n'avait jamais osé pousser. Il fallut des semaines pour apprivoiser le quotidien. Il n'y eut pas de miracle, pas d'adoption officielle, pas de retrouvailles de contes de fées. Il y eut des matins sans mots, des regards fuyants, des phrases qui meurent au bord des lèvres. Mais il y eut aussi des rires inattendus, des repas partagés, des silences un peu moins lourds. Malakai ne voulait pas l'appeler « maman ». Elle ne lui demanda jamais. Un jour, il entra dans son bureau, le livre ouvert entre les mains. Celui qu'elle avait écrit pour raconter l'histoire, leur histoire. Il demanda « Tu penses que les gens vont te croire ?» Elle sourit. « Je ne sais pas, mais peut-être qu'ils vont se reconnaître. » Il s'assit en face d'elle, puis ajouta « Moi, j'ai pas encore décidé si je te pardonne. » Elle hocha la tête. « C'est ton droit. » Il referma le livre, leva les yeux vers elle. « Mais j'ai décidé un truc. »« Quoi ? » ?»« Je vais rester. Pas pour toi, pour moi. Parce que je veux voir ce que ça fait, d'avoir une histoire. Une vraie. » Et dans son regard, il n'y avait plus de rage, juste une fatigue ancienne et la naissance d'un choix. Ce jour-là, Victoire comprit que parfois, aimer ce n'est pas réparer, c'est simplement rester là quand l'autre vacille. Parfois, l'histoire qu'on croyait connaître n'était qu'un silence bien raconté. Si cette vérité t'a touché, si elle a réveillé quelque chose en toi, alors ne la garde pas pour toi. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui, peut-être, a besoin d'entendre qu'il n'est pas seul. Peut-être a besoin d'entendre qu'il n'est pas seul. Laisse un commentaire, même un mot, pour dire que tu es là, que tu comprends. Et si tu veux entendre d'autres vérités qu'on cache trop souvent, abonne-toi, parce que certaines voix méritent d'être entendues, même des années plus tard.